Ah, la fameuse bataille de Poitiers. Un événement de l'histoire de France qui cristallise les tensions, qui enflamme les passions, et c'est justement ça le problème. Parce que sur Poitiers, on entend tout et son contraire. Les uns affirment que c'est une victoire fabuleuse de Charles Martel, un événement d'importance quasi européen qui est un tournant de l'histoire, et qui même parfois est même présenté comme un choc des civilisations entre d'un côté l'islam et de l'autre la chrétienté. Et à l'opposé, on peut aussi croiser des visions pro-musulmanes, ou d'autres que je qualifierais de politiquement correctes, où on en vient carrément à nier l'existence de la bataille, ou en tout cas à la minimiser à outrance, en disant que c'était tout simplement une vulgaire escarmouche. Le problème, c'est que ces deux approches paraissent partisanes, ou tout du moins négligent la méthode historique, en ne mettant pas en avant tous les questionnements qui entourent cette bataille de Poitiers. Autrement dit, en ne faisant pas apparaître toute la nuance que requiert le travail de l'historien. Un historien qui ne doit pas se laisser guider par ses opinions personnelles, par l'air du temps, autrement dit par le contexte sociétal, mais doit se contenter d'avoir une analyse fine des sources sur lesquelles il travaille. Donc salam les avéroïstes et bonjour à tous. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on s'attaque à la bataille de Poitiers, à tout le contexte qui la précède, à tout son déroulement, même s'il est finalement assez obscur. Et surtout, on va parler de ses conséquences qui, au-delà de ce qu'on a parfois pu dire, eh bien elles sont assez importantes, notamment en ce qui concerne la Gaule et l'ascension des Francs, et donc des Carolingiens, au pouvoir. Encore une fois, cette vidéo va donner lieu à un contenu annexe que j'ai appelé les suppléments, où on va étudier un peu plus en profondeur les sources qui nous parlent de la bataille de Poitiers, parce que c'est par leur étude et surtout par leur critique qu'on peut parvenir à avoir une vision lucide et surtout la plus objective possible de cet événement. Et pour l'occasion, je reçois Mehdi Rouergat et Christophe Naudin. Le premier étant maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne et spécialiste du Maghreb et de la péninsule ibérique médiévale, et le second est co-auteur avec William Blanc du livre Charles Martel et la bataille de Poitiers, une étude pour comprendre comment le souvenir de Charles Martel et de Poitiers s'est développé au fil des siècles. Et pour toute information supplémentaire, on se retrouve à la fin de cette vidéo et sur la vidéo d'introduction qui vient tout juste d'être publiée. Pour commencer, comme je vous l'ai dit, avant même de s'attaquer à la bataille en elle-même, il est nécessaire de bien comprendre le contexte des années 720 et du début des années 730, tant du côté franc que du côté du monde islamique. Du côté franc, s'intéresser à la bataille de Poitiers, c'est bien sûr se concentrer sur le personnage de Charles Martel. A cette époque, le royaume franc est divisé en diverses provinces. Le cœur du pouvoir se situe en Neustrie et en Austrasie, où résident les deux maires du palais, sorte de premiers ministres. Puis l'Aquitaine, très vaste et riche duché, quasiment indépendant, est dirigé par Eudes, un des deux personnages importants de la bataille de Poitiers côté franc, avec Charles Martel. Vient ensuite la Burgondie, la Bourgogne actuelle, et la Provence. Tous ces territoires sont censés être gouvernés par un seul roi issu de la dynastie mérovingienne, mais en réalité ce sont les maires du palais de Neustrie et surtout d'Austrasie qui détiennent les rênes du gouvernement, tandis que le souverain n'est présent que pour leur assurer la légitimité qui leur font défaut. Alors si on devait faire un petit peu une comparaison, sans doute légèrement forcée, ce serait un petit peu comme le califat abbasside du côté de l'islam lors de ces périodes de faiblesse. On est donc au début des années 710 et le pouvoir est confisqué par les Pipinides, la dynastie de Charles Martel. À la tête des territoires francs, on trouve avant tout le maire du palais d'Austrasie et père de Charles, Pépin de Herstal, et le maire du palais de Neustrie, Grimoald, qui n'est autre que le fils cadet de Pépin qu'il a eu de sa première épouse, Plectrude. Au début des années 710, Charles Martel ne semblait pas prédestiné à acquérir la renommée et le pouvoir politique qu'il obtiendra par la suite. Fils d'Alpaïde, la seconde épouse de Pépin de Herstal, maire du palais d'Austrasie, il est propulsé dans les intrigues politiques menées par la première épouse de son père, Plectrude, qui s'est évertuée à préserver l'héritage de ses fils. À la mort de Pépin, à la fin de l'année 714, c'est le déchirement. Plectrude fait emprisonner Charles, tandis qu'en Neustrie, les chefs locaux chassent du pouvoir le nouveau maire du palais, Théobald, pour y établir leur propre chef, Rinfroy ou Ragenfred. Les Neustriens vont alors prendre l'avantage. L'ancien roi mérovingien étant mort, il fait proclamer un nouveau souverain, Chilpéric II, et conclut des traités de paix avec les Saxons et les Frisons, qui à l'est étaient les grands ennemis des Francs. Ainsi le parti de Plectrude est vaincu par une action conjointe entre Neustriens et Frisons. Et c'est là qu'intervient enfin Charles. Libéré dans des circonstances assez troubles, il se place à la tête des Austrasiens et redresse peu à peu la situation jusqu'à vaincre Rinfroy et les Frisons aux batailles d'Amblève en 716 et de Vinchy un an plus tard en 717.
Au cours des années 718-719, Charles, devenu maire du palais, va renforcer la stabilité de son pouvoir. Il va d'abord vaincre les Frisons et mener des campagnes contre les Saxons, même si ces derniers resteront toujours virulents pendant pratiquement un siècle. Mais surtout, il va réussir à vaincre une nouvelle coalition, cette fois-ci dirigée par le duc d'Aquitaine, Eudes, qui avait répondu à l'appel de Rainfroid. Oui, parce que l'Aquitaine et Eudes ne voient pas d'un bon œil l'ascension de Charles Martel. En fait, il ne faut pas penser que les territoires des Francs formaient un bloc uni politiquement. Les régions qu'ils sont censés gouverner s'entre-déchirent parfois, notamment lors de successions, comme on l'a vu d'ailleurs avec Pépin de Herstal, et en plus, certaines d'entre elles sont plus ou moins autonomes. C'est le cas de l'Aquitaine et de son duc, Eudes, qui aurait eu de véritables volontés d'indépendance, voire même de royauté. En plus de tout cela, il faut bien comprendre qu'il y a une différence culturelle entre populations du sud, vivant principalement en Aquitaine et dans le sud-est de la Gaule, profondément marquées par la romanité, et les populations franques du nord, avant tout influencées par leurs origines germaniques. Donc pour résumer, on est en 720 et Charles Martel domine dans le nord de la Gaule. Son véritable rival, au-delà des Saxons, est alors Eudes d'Aquitaine. Alors bien sûr, il a passé avec lui un traité de paix après sa victoire, mais cela ne veut pas dire pour autant que les hostilités entre eux vont cesser. Très loin de là. Maintenant, que se passe-t-il du côté du monde islamique ? Au début du 8e siècle, l'islam a réalisé d'immenses conquêtes territoriales. En moins d'un siècle, l'empire gouverné par la dynastie omeyyade s'étend des portes de l'Inde jusqu'aux rives occidentales de l'Afrique du Nord, et les forces musulmanes vont poursuivre leurs avancées. Comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, Berbères et Arabes se sont emparés de la quasi-totalité de la péninsule ibérique en seulement 5 années, entre 711 et 716, donnant naissance à ce qu'on appellera désormais El Andalus. Mais à peine cette conquête effectuée, les troupes musulmanes vont s'élancer en direction du nord, franchissant les Pyrénées et parvenant entre 719 et 725 à s'emparer de la Septimanie et de mettre une bonne fois pour toutes les Visigoths hors d'état de nuire. Et c'est à partir de cette région, en particulier des villes de Narbonne et de Carcassonne, que les troupes arabo-berbères, parfois menées par le gouverneur d'Al-Andalus en personne, vont effectuer des pillages sur les territoires alentours, notamment en direction de la vallée du Rhône. Pour faire un bilan de manière plus large, au nord, Charles Martel connaît une expansion politique et militaire extrêmement rapide. Mais cet essor des Francs est menacé au sein même du territoire qu'ils sont censés gouverner, principalement avec Eudes, duc d'Aquitaine, qui en plus de vouloir son indépendance, rivalise avec Charles Martel sur le plan politique et même sans doute à minima dans le domaine militaire. Pour ce qui est du sud, les forces d'Al-Andalus dominent pratiquement toute la péninsule ibérique et sont bien installées dans une partie du Languedoc et de la Provence actuelle, grâce au pacte conclu avec les populations locales. Parce que comme je vous le disais, leur adversaire principal ce n'est pas fondamentalement le pouvoir d'Al-Andalus, mais plutôt celui du nord et de Charles Martel. D'ailleurs, une partie de la population, avant tout les élites dirigeantes, voyait plutôt d'un bon œil l'arrivée des musulmans qui servaient leurs intérêts politiques, comme on l'a dit, mais aussi peut-être économiques et fiscales. Maintenant, si on adopte une position centrale et que l'on observe la situation au travers du regard d'Eudes d'Aquitaine, celle-ci apparaît beaucoup plus complexe. Au nord, on a les Francs, en pleine expansion, et au sud, les forces d'Al-Andalus qui, malgré la défaite qu'il leur a infligée près de Toulouse en 721, restent extrêmement menaçantes. En analysant sa position, Eudes sait très bien qu'il ne peut pas combattre sur deux fronts. Il va donc faire le choix de protéger sa frontière sud en s'alliant avec un musulman, un berbère du nom de Munuza, qui s'était révolté contre le gouverneur de Cordoue. Alors selon Philippe Sénac, celui-ci contrôlait la région autour de Puigcerdà. Il s'agissait d'une zone à haut intérêt stratégique, puisqu'elle contrôlait la route de l'Est en direction de la Septimanie et de l'Aquitaine. Cette alliance se serait faite aux alentours des années 729 et 730, et pour conclure ce pacte, Eudes d'Aquitaine aurait donné en mariage sa fille, Lampégie ou Lampégui, à ce fameux Munuza. Alors il faut savoir que ce n'est pas une pratique exceptionnelle, loin de là, puisqu'on a d'autres exemples de chefs musulmans ayant épousé des femmes de grandes familles chrétiennes. C'est le cas par exemple de Abdelaziz, fils de Moussa ibn Nusayr, qui s'était marié à l'épouse de l'ancien roi wisigoth, Rodrigue. Seulement, cette alliance ne fit pas long feu. Le gouverneur d'Al-Andalus, El-Kilabi ou Al-Rafiki, envoya directement des troupes prendre d'assaut la place forte dans laquelle se retranchait Munuza. Résultat, l'opération fut une réussite. Munuza trouva la mort, et Lampégie aurait été envoyée comme prisonnière à Damas, peut-être pour fournir le harem du calife. Et si ça va plutôt mal du côté de Munuza, c'est le cas de le dire, eh bien ça ne va pas être non plus la joie du côté du duc d'Aquitaine, Eudes.
Puisqu'au cours de l'année 731, selon Michel Rouche, Charles Martel va attaquer par 2 fois l'Aquitaine. Il se lance sur le Berry, met Eudes en fuite, et aurait littéralement ravagé la région en pillant et brûlant le pays, en particulier la ville de Bourges. Bon, par contre, ces informations sont issues d'une source sans doute partisane, pro-aquitaine, et donc il faut probablement nuancer l'étendue des dommages. Il n'en reste pas moins que Charles a défait une nouvelle fois le duc d'Aquitaine. Les sources favorables à Charles Martel, comme le continuateur de Frédéguerre, quasi contemporaine des faits, légitiment cette attaque en affirmant qu'en s'alliant à Munuza, Eudes aurait brisé le traité de paix de l'année 720. En réalité, il s'agit d'un faux prétexte élaboré quelques années plus tard, mais cela on le comprend uniquement en étudiant plus finement les sources qui nous en parlent et les motivations qui ont poussé le pouvoir franc à présenter les choses ainsi. Autant d'éléments que l'on va aborder dans les suppléments, le contenu supplémentaire de cette vidéo, dans lequel on va aller encore plus loin dans l'analyse. Nous sommes donc en 732, année qui aurait peut-être vu se dérouler cette fameuse bataille de Poitiers. On est au printemps et le gouverneur d'El-Andalus de l'époque, Abdelrahman el-Rafiki, rassemble son armée peut-être près de Pampelune. Et là, première surprise, au lieu de faire comme ses prédécesseurs et de passer vers l'est et la Septimanie, eh bien il se dirige directement vers le nord et pénètre dans le Bigorre et en Comminges. La région est pillée et l'armée musulmane, composée d'arabes et de berbères, ayant d'ailleurs sans doute reçu le soutien de guerriers basques, va continuer sa route vers le nord jusqu'à Bordeaux. Et c'est là qu'auraient eu lieu de multiples affrontements entre la Dordogne et la Garonne, entre les forces du gouverneur d'El-Andalus et l'armée du duc d'Aquitaine. Ces combats se sont soldés par la défaite totale d'Eudes d'Aquitaine, qui s'est directement enfui en direction du nord pour demander le soutien de Charles Martel. Pendant ce temps, les pillages se poursuivent. Bordeaux ainsi que d'autres villes de la région voient leurs faubourgs saccagés. Puis les troupes d'Abdelrahman continuent vers le nord, sans doute motivées à l'idée de s'emparer des richesses de la très célèbre basilique Saint-Martin de Tours. Elles remontent donc en direction de Poitiers, en passant par Angoulême et Saintes. Au même moment, Charles Martel arrive près de Poitiers et s'engage alors entre les deux armées ce que l'on appelle des escarmouches, des combats localisés, rapides, entre certains détachements. On serait alors en octobre 732, même si la date est très incertaine, et ces escarmouches auraient duré pendant plusieurs jours, voire une semaine. Les deux armées continuèrent leur avancée jusqu'à ce que Charles Martel installe son camp entre les deux rivières du Clain et de la Vienne pour couper la route aux forces arabo-berbères. Là, les troupes d'Abdelrahman et de Charles Martel se font face. Le site de la bataille, comme pour sa date d'ailleurs, est sujet à caution. On parle souvent de mousser la bataille, mais il faut comprendre que c'est une simple hypothèse. Pour ce qui est des effectifs en présence, eh bien là aussi c'est pareil, c'est très obscur, notamment parce que les sources ne sont pas précises quand elles évoquent la bataille. Alors la question des effectifs, elle a donné lieu à beaucoup d'hypothèses, certains affirmant purement et simplement qu'il y aurait eu des centaines de milliers de combattants musulmans, en reprenant cette idée d'un auteur de la fin du 8e siècle, en l'occurrence Paul Diacre, sans l'analyser de manière critique. Et donc parmi eux, il y a par exemple Laurent Deutsch, avec son traitement de la bataille de Poitiers dans son livre Hexagone, qui avait déjà défrayé la chronique en 2013. Mais toutes ces questions relatives aux multiples interprétations, on les traitera dans le contenu supplémentaire. Donc pour répondre à cette question des effectifs, l'hypothèse qui est la plus probable et qui est largement acceptée, est qu'on aurait eu des dizaines de milliers de combattants du côté musulman, peut-être 20 000 ou 30 000, et peut-être moins ou alors autant du côté de Charles Martel. Bref, gardez en tête que tout ça ne repose encore une fois que sur des hypothèses. Maintenant, pour ce qui est de la bataille en elle-même, les sources, notamment la chronique mozarabe de 754, racontent que les Sarrasins ont d'abord essayé d'utiliser leur force principale, la cavalerie. Mais les multiples offensives lancées contre les troupes de Charles Martel se seraient alors fracassées sur les guerriers adverses, sans doute composés d'hommes expérimentés et d'origines diverses, avec des Alamans, des Bavarois, des Austrasiens ou encore des Germains. Puis vient le temps de la contre-attaque. Une offensive est lancée du côté franc en direction du camp et surtout du butin musulman, ce qui a pour effet de complètement désorganiser les forces d'El-Andalus. Résultat, ce serait au cours de ce mouvement, à la tombée de la nuit, que le gouverneur Abdelrahman el-Rafiki aurait trouvé la mort. Les troupes de Charles Martel auraient donc attendu le jour suivant pour mener la bataille décisive, mais quand ils sont arrivés devant le camp des musulmans, celui-ci était désert. Les musulmans avaient fui, ou en tout cas s'étaient retirés en direction du sud. Pour résumer, la défaite est importante pour les musulmans puisque leur gouverneur est mort au combat, comme ce fut le cas d'ailleurs 11 ou 12 ans plus tôt avec Assam, qui était mort près de Toulouse.
Sans compter que cette expédition, elle avait rassemblé beaucoup de troupes et que c'était avant tout et sans doute au minimum une grande opération destinée à faire du butin et non une simple razzia occasionnelle comme certains le laissent parfois penser. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment quels étaient les objectifs d'Abdelrahman et de ses hommes. Avait-il dans l'idée de s'enfoncer profondément dans le territoire adverse pour faire du butin, le tout en testant les défenses ennemies dans l'optique d'une éventuelle conquête? Ou s'agissait-il uniquement d'une grosse razzia? Autant vous dire qu'on ne le saura jamais et que beaucoup de questions relatives à cette bataille resteront de l'ordre de l'hypothèse. Mais c'est surtout du côté de Charles Martel que la victoire aura des conséquences immédiates et plus importantes, parce que grâce à Poitiers, et grâce aux forces d'Al-Andalus en l'occurrence, son grand rival, Eudes d'Aquitaine, est dans une situation catastrophique. Militairement, il a été balayé par les troupes d'Abdelrahman, tandis que du côté politique, il a été dans l'obligation de demander de l'aide à Charles Martel, ce qui allait bien sûr totalement à l'encontre de son objectif principal, lutter pour l'indépendance de l'Aquitaine face au pouvoir des Francs et surtout des Pipinides, la dynastie de Charles Martel. Progressivement, cette mainmise des Francs sur l'Aquitaine va être de plus en plus concrète. À partir de la mort d'Aquitaine, en 735, un long bras de fer va s'engager entre les fils de l'ancien duc, notamment Hunald Ier, et la famille des Pipinides, future dynastie royale carolingienne. Un conflit qui va durer jusqu'au règne de Charlemagne, voire même de Louis le Pieux, au cours desquels l'Aquitaine va tomber définitivement sous la domination des Francs. Et si l'Aquitaine a souffert de cette bataille de Poitiers, autant avec la défaite près de Bordeaux qu'avec la victoire finale de Charles Martel, elle n'est pas la seule, puisque la Provence, de manière plus indirecte, va elle aussi devoir se soumettre au pouvoir grandissant de Charles Martel. Car la Provence, comme l'Aquitaine, se considérait indépendante, ou au moins semi-indépendante, et n'avait aucune envie de voir les Francs venir interférer dans leur politique, à tel point qu'au milieu des années 730, Moronte, le patrice de Provence, l'équivalent en quelque sorte si vous voulez du titre de duc, et au moins une partie de la population ont décidé de faire appel aux musulmans contre Charles Martel. Immédiatement, Charles Martel a réagi et a envoyé sur place Childebrand, sans doute son demi-frère, qui aurait pris possession d'Avignon. A sa suite, Charles Martel s'empare d'autres villes importantes de la région, Nîmes, Agde, Maguelone ou encore Béziers, puis se dirige vers Narbonne pour en faire le siège, mais est interrompu par une armée musulmane qu'il bat près de la rivière de la Berre en 737. Toutefois, Charles Martel ne parvient pas à prendre Narbonne et est contraint de remonter vers le nord, siège de son pouvoir. Mais avant de partir, il va quand même prendre des mesures radicales et faire preuve de violence envers les grandes villes de Septimanie. Par exemple, il va détruire les remparts des cités que l'on a mentionnées un petit peu plus tôt, et il va littéralement dévaster les campagnes. Preuve encore une fois que l'opposition n'est pas tant entre islam et chrétienté, même si le terme sera un petit peu anachronique, mais plutôt entre nord et sud, autrement dit entre les Francs, qui sont vraiment la puissance en expansion, et le sud qui veut soit préserver ou acquérir son indépendance, c'est le cas de l'Aquitaine et de la Provence, ou alors s'étendre territorialement ou par le biais de pillages, comme c'est le cas pour les forces d'Al-Andalus. Et vous l'aurez compris, entre d'un côté les Aquitains et les Provençaux et de l'autre les Francs, on ne s'entend pas très bien, voire même on est carrément hostile. Enfin, cette victoire de Poitiers a permis un rapprochement entre Charles Martel et le pape de l'époque, Grégoire III, qui voyait en lui le nouvel homme fort, quelqu'un capable de l'aider face à ses adversaires en Italie, les Lombards. Cette alliance, elle est importante, puisqu'en 751, elle va déboucher sur le sacre du fils de Charles Martel, Pépin le Bref, un événement qui marque l'avènement des Carolingiens. Et il faut savoir qu'avant de demander de l'aide à Charles Martel, 11 ans plus tôt, en 721, le pape avait fait appel au duc d'Aquitaine, Eudes, qui venait de battre les forces musulmanes près de Toulouse, et était donc considéré en quelque sorte comme la puissance politique de la région. Comme quoi, on le voit bien, avec les années 730 et notamment la bataille de Poitiers, il y a eu un véritable retournement. Maintenant, intéressons-nous au monde islamique et en particulier aux régions d'Al-Andalus et de l'Afrique du Nord. Comme je vous l'ai dit, les conséquences de la bataille de Poitiers ont sans aucun doute été moindres, même si les forces musulmanes vont être progressivement chassées de la Septimanie, puisque leur dernier bastillon, Narbonne, tombera en 759 face au fils de Charles Martel, Pépin le Bref. Quant aux sources arabes, elles sont très peu à mentionner la bataille, et quand elles le font, c'est de manière extrêmement laconique, en faisant surtout mention du lieu de la bataille, appelé le pavé des martyrs, en arabe Belet et Shuhada. Cependant, on peut quand même s'interroger sur l'impact qu'a eu la défaite de Poitiers, notamment sur la révolte des Berbères, qui va éclater entre la fin des années 730 et le début des années 740, et qui va véritablement déstabiliser toute l'Afrique du Nord, et dans une moindre mesure aussi Al-Andalus.
Parce que Poitiers, c'était quand même une opération importante destinée au minimum à faire du butin. Et c'est par ces expéditions de razzia, par ces richesses que l'on parvenait à acquérir, qui permettaient d'avoir d'ailleurs une certaine stabilité politique, qu'une expansion territoriale était possible. Seulement, peut-être que cette défaite de Poitiers, avec cette perte importante de butin, a pu exacerber les tensions qui existaient déjà entre Arabes et Berbères, voire même parmi les Arabes. Donc l'épisode de Poitiers, au-delà de ce que certains affirment, eh bien il a sans aucun doute été important. D'abord pour le territoire de la Gaule, puisqu'il marque l'expansion des Francs et au contraire le déclin de l'Aquitaine et indirectement de la Provence, qui vont passer sous le contrôle des rois carolingiens. Ensuite parce que même du côté du monde islamique et d'Al-Andalus, Poitiers symbolisant l'essor du pouvoir militaire et politique de Charles Martel, eh bien il va voir comme conséquence finale le retrait progressif des forces musulmanes de la région qu'on appelle alors la Septimanie. Enfin parce que comme je l'ai dit, Poitiers représente la perte d'un butin important qui a peut-être pu accentuer, avec d'autres facteurs, les dissensions entre les musulmans jusqu'à conduire à la grande révolte berbère des années 740. Donc, Poitiers, ce n'est sans doute pas un non-événement, comme certaines personnes le laissent penser, que ce soit dans une vision plutôt pro-musulmane, comme c'est le cas par exemple de Nasbout Amina, ou alors dans une vision qu'on pourrait qualifier de politiquement correcte, où on réduit cet événement à une razzia quasi insignifiante, ou à une ou deux phrases perdues dans un paragraphe. Et là c'est par exemple le cas du chapitre rédigé par François-Xavier Fauvel dans l'histoire mondiale de la France, paru en 2017, et qui d'ailleurs déjà à l'époque avait créé une mini polémique, avec par exemple Pierre Guichard, qui n'avait pas hésité à critiquer cette nouvelle approche. Mais Poitiers, ce n'est certainement pas non plus un choc des civilisations entre islam et chrétienté, avec une armée musulmane qui aurait compté des centaines de milliers de combattants, comme certaines personnes là aussi le disent, avec par exemple Laurent Deutsch, qui reprend une grande tradition qui remonterait à la fin du 8e siècle et à l'auteur Paul Diacre, ou plutôt à minima à la vision de Chateaubriand. Alors bien sûr, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur cette bataille de Poitiers, notamment d'un point de vue historiographique, c'est-à-dire l'étude des façons dont on a considéré cette bataille du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Parce que comme je viens de vous l'expliquer, cet événement en quelque sorte déchaînait les passions, et ceci plutôt de manière tardive, avec certaines personnes qui s'expriment sur le sujet, sans mettre en avant le caractère très obscur de cette bataille et de son contexte. Autrement dit, pour avoir une vision plus claire de cet événement, il faut d'abord connaître l'histoire de son traitement, mais aussi et surtout étudier les sources médiévales, les textes qui nous en parlent, et les étudier de manière sérieuse. Ce qui veut dire qu'il faut impérativement les aborder avec un esprit critique, les replacer dans leur contexte, et parvenir à voir quel discours est produit, parce que tout texte, toute mise à l'écrit, en particulier au Moyen-Âge, répond à des motivations précises, et ici en l'occurrence à des motivations politiques. C'est dans cet objectif que pour le deuxième épisode des suppléments, dont vous retrouverez d'ailleurs la présentation sur la chaîne, j'ai invité deux experts du sujet, le premier Mehdi Rurgat, maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne et spécialiste de l'Occident islamique médiéval, et Christophe Naudin, co-auteur avec William Blanc, d'un livre où ils reviennent sur la façon dont la bataille de Poitiers et la figure de Charles Martel ont été mises en avant au fil des siècles. Et comme vous le verrez, cela s'est fait de manière assez tardive. Donc le but ce sera d'abord d'étudier les sources qui nous parlent de la bataille de Poitiers, de les analyser en profondeur pour avoir une vision de l'événement qui soit la plus claire possible. C'est-à-dire qu'on va reprendre tout ce qui a été dit jusqu'à présent sur Poitiers et on va voir sur quelles sources ces arguments sont fondés et s'ils tiennent vraiment la route. Alors bien sûr, l'objectif ce ne sera pas de vous fournir uniquement des réponses, car il y a vraiment tout un flou qui entoure, et qui d'ailleurs continuera d'entourer cette fameuse bataille de Poitiers. Seulement le plus important c'est de mettre en avant les hypothèses, de les examiner, et finalement de voir quelles sont les plus probables. Le tout afin de disposer d'une approche qui soit la plus fine possible, au-delà de ces clivages politiques et idéologiques qui, comme je vous l'ai dit plus tôt, ne font que brouiller les pistes, ou pire encore, donnent une vision sans aucun doute partielle, voire erronée, de l'histoire. Donc pour en savoir plus, on se retrouve dans la prochaine vidéo où je vais vous présenter plus en détail ce deuxième épisode des suppléments. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, et surtout qu'elle aura clarifié un petit peu cet épisode de la bataille de Poitiers, où il y a, vous aurez compris, quelques petits accrochages. Comme à chaque fin d'épisode, bien sûr, je remercie tous les tipeurs qui participent financièrement au développement de la chaîne, je ne cesserai jamais de le répéter,
Votre action est vraiment importante pour moi. Et puis si vous êtes intéressé par l'histoire du monde islamique, à mon avis quand même, et que vous désirez être tenu au courant à l'avance des prochains projets qui vont arriver, il vous suffit simplement de cliquer sur le deuxième lien présent dans la description pour vous abonner au groupe privé de la chaîne, afin de recevoir un contenu supplémentaire et bénéficier d'informations que je ne donne pas nécessairement sur YouTube. Et puis on se retrouve bien sûr pour la prochaine vidéo qui sera consacrée au troisième et dernier épisode sur l'époque des gouverneurs, et où on va revenir sur la période entre 732 et 756 qui marque l'avènement de l'émirat omeyyade de Cordoue. Donc je vous invite à me faire part de vos avis et de vos questions directement dans les commentaires. Et sur ce, eh bien je vous dis à la prochaine, et jusque là, portez-vous bien.